Bonjour tout le monde, mon nom est Jesse Paquet. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur l'influence des jeux vidéo à travers l'histoire. C'est parti! Avant de débuter ma compilation, j'aimerais vous dire ce qu'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est un jeu électronique sur un support audiovisuel, géré par un ordinateur ou des circuits électroniques capables de diverses tâches. C'est ce qui permet aux joueurs de voir le jeu à travers son écran. On commence dès maintenant avec la préhistoire des jeux vidéo. La préhistoire commence en 1958 où Willie Higginbotham, un physicien, utilise un oscilloscope pour faire un jeu de tennis. Le physicien s'inspire de Ralph Baer qui 7 ans plus tôt avait pour mission de faire un jeu à partir d'un téléviseur, mais l'idée est tombée à l'eau. Le but d'Higginbotham était de faire un jeu pour récompenser les recherches des gens dans son laboratoire. Le succès du jeu est tel, la file d'attente pour le laboratoire ne sera plus pour en apprendre plus sur la physique, mais pour jouer au jeu vidéo que Willie a fait. Voyant le succès du jeu, le physicien décide d'adapter son jeu sur différentes gravités comme celle de Jupiter et de la Lune, ainsi permettre de la diversité dans son jeu. Quelques années plus tard, en 62, Digital Equipment met en place une nouvelle technologie permettant aux ordinateurs de ne pas surchauffer. C'est alors que Steve Russell, avec cette technologie, décide de coder Space War, le tout premier jeu de bataille interstellaire. En voyant que l'idée réunit des gens, que ceux-ci socialisent ensemble et s'amusent devant une nouvelle méthode de divertissement, l'idée sera rapidement commercialisée et c'est ce que nous verrons dans le prochain aspect. C'est en 72 que l'influence des jeux vidéo prend de l'ampleur. Nolan Bushnell crée sa première machine Computer Space. Le jeu est si compliqué que la commercialisation n'aura pas lieu. Il décide alors de fonder Atari et c'est lors d'une exposition à l'Odyssée de Magnavox qu'il voit le jeu ping-pong. Il décide alors de créer un jeu avec Alan Alcorn qui représente le ping-pong. Le principe est simple, c'est deux barres verticales qui s'échangent une balle et qui rebondissent sur les murs. Le but est de faire des points. Intrigués par ce que les gens pensent, les deux auteurs du jeu Pong décideront de tester le jeu dans un bar, le Handicap's Tavern en Californie. Étonnamment, 2 semaines plus tard, le propriétaire du bar appelle pour dire que Pong est brisé. La raison du bris? La machine était remplie de trop 25 cents. C'est en voyant le succès de la machine que le propriétaire d'Atari décidera de fabriquer des bornes pour installer dans les arcades. C'est ce que nous allons voir dans le prochain aspect. En 72-73, l'influence des jeux prend de l'ampleur. Pong est maintenant partout, dans les salles d'attente chez les médecins ainsi que dans les arcades. Malheureusement, Atari n'est plus l'auteur principal de Pong. À cause de la bande jaune, le système est facilement reproduisable, ce qui mène à plusieurs copies presque identiques de Pong, notamment Pong Tron de Sega. Atari, pour accentuer sa popularité, décide d'utiliser une formule évidente. Divertissement plus socialisation égale profit. C'est alors qu'Atari a l'idée incroyable de faire des jeux différents de Pong, notamment Gotcha, qui sera le premier jeu qui se différencie complètement d'Atari. Le principe est simple, poursuivre une personne. Avec cette apparition, on voit aussi d'autres jeux comme Grand Track 10, le premier jeu de course automobile créé. Avec l'arrivée de nouveaux microprocesseurs, on voit l'apparition de nouveaux concepts comme Breakout, où le principe est simple, il faut briser des briques avec une balle qu'on fait rebondir sur une barre horizontale. Donc les arcades marquent vraiment l'époque où les gens se réunissaient dans les salles de jeux vidéo pour jouer ensemble. Non seulement ils se réunissaient physiquement, mais ils développaient du social. Les gens ne se connaissaient pas tous dans les arcades et pouvaient s'affronter sur différentes machines. C'est ce qui influence vraiment l'aspect social du jeu vidéo. Voyant que les jeux sont très populaires et rassemblent les gens, la population ne tardera pas à en demander plus, ce qui fait l'affaire d'Atari. Nous verrons dans le prochain aspect ce qu'Atari fait pour combler le besoin des gens. Le fondateur d'Atari a la brillante idée d'amener Pong à un autre niveau, c'est-à-dire à la maison. Il crée alors Home Pong, qui sera le premier jeu permettant de jouer chez soi. Mais comme dans l'ère des arcades, de multitudes de copies seront faites. C'est pourquoi Atari décide de construire une nouvelle machine. Ils font Atari 2600, la première console à sortir avec plus de 8 jeux dès le départ. C'est aussi lors de cette période que nous verrons les premières traces de couleurs dans l'histoire des jeux vidéo. Nous verrons aussi, malgré le succès d'Atari, que d'autres compagnies entre 78 et 82 continueront de faire concurrence avec Atari, notamment Nintendo qui sort les premières consoles Game & Watch. Game & Watch est un concept très simple qui permet aux gens de transporter la console où ils veulent. Nintendo sortira aussi en 81 Donkey Kong. Donkey Kong marque le début des high scores dans les jeux vidéo. Qui n'a jamais joué contre un de ses amis et voulu être au top du classement? C'est le but de Donkey Kong, donc créer une certaine compétition dans le jeu. La création de consoles à la maison influence vraiment le jeu vidéo, puisque les gens commencent à se réunir non seulement dans les arcades mais aussi chez soi. Et on découvre que les jeux vidéo sont un bon moyen de rassembler les gens entre amis et entre familles. Malheureusement, le coût de production des nouvelles technologies incitera les compagnies à travailler plus rapidement sur leurs jeux. Ils vont donc botcher leur jeu et cela mènera au crash du jeu vidéo. Le crash du jeu vidéo, c'est où les gens ne sont plus intéressés envers les jeux puisqu'ils sont botchés. Nous verrons dans le prochain aspect la création la plus populaire des années 80, juste avant le crash des jeux vidéo.
Donc, qui ne connaît pas le personnage iconique de la boule jaune qui mange des fantômes dans un labyrinthe? Évidemment, c'est Pac-Man. Pac-Man, créé en 1980 par Fori Iwatani, sera le jeu le plus vendu en bornes durant 3 décennies. Il vendra en tout jusqu'à 350 000 bornes. Pac-Man est dans les influences puisqu'il bouleverse le marché du jeu vidéo. Il est le premier jeu à avoir sa propre émission de télévision, c'est-à-dire Gloire à l'homme jaune. Et il est le premier jeu à avoir de la marchandise, c'est-à-dire des boîtes de céréales ainsi que des t-shirts et d'autres marchandises reliées à Pac-Man. Il est donc important de mettre Pac-Man dans l'évolution de l'histoire des jeux vidéo, puisqu'il a été le jeu le plus populaire sur la plus longue durée de temps. Nous verrons dans le prochain aspect une des plus grandes rivalités entre deux compagnies de jeux vidéo, Sega versus Nintendo. Après le crash vers la fin des années 80, deux compagnies se partagent le marché mondial du jeu vidéo. Shigeru Miyamoto, qui est considéré le roi des jeux vidéo, voit apparaître de la concurrence envers sa vieille console, la NES. Cette concurrence, c'est Sega qui sort le Mega Drive. Le premier système 16 bits sera remplacé en 89 par la Genesis, un système encore meilleur. Cette machine fait hautement concurrence à Nintendo, donc le créateur de Mario doit trouver une solution. C'est alors qu'en 92, il reviendra en force avec sa nouvelle console, la Super Nintendo. Avec ces deux consoles, soit la Genesis et la Super Nintendo, nous voyons l'apparition de deux nouvelles mascottes, Mario et Sonic the Hedgehog. Ces deux personnages iconiques voient le jour dans le même type de jeu, soit les jeux de plateforme. Mario est un jeu très simple, donc très apprécié des enfants. Sa rapidité est moyenne et son niveau de difficulté est quand même moyen. Le jeu Sonic, lui, est beaucoup plus rapide et plus difficile. Nous verrons l'apparition de ces deux compagnies des fans différents. Nintendo, grâce à leur simplicité, gagne le vote des enfants, tandis que Sega touche un public un peu plus vieux. Nintendo sortira des jeux comme Zelda A Link to the Past et Super Mario Kart. En 1996, Miyamoto fabriquera une nouvelle console, la Nintendo 64. Cette console est révolutionnaire puisqu'elle exploite le jeu en 3 dimensions. Le premier jeu en 3 dimensions de Nintendo est Super Mario 64. La caméra permet de tourner à 360 degrés et ainsi créer de l'immersion dans le jeu. En gros, tout cela commence la rivalité entre les consoles. Les personnages de Sonic et Mario seront en rivalité jusqu'à nos jours. Avec l'apparition de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, les deux personnages ont maintenant l'occasion de s'affronter dans un nouveau monde 3D au lieu de pixels. La rivalité entre les consoles est une grande influence dans l'histoire des jeux vidéo, puisqu'elle catégorise les gens selon leur console préférée ou leur jeu préféré, leur type de jeu préféré et leur âge. Nous verrons dans le prochain aspect une autre grande rivalité qui est plus de nos jours. Vers les années 2000, on voit l'apparition de la PlayStation, de la Xbox ainsi que de la GameCube. Ces trois consoles seront en constante rivalité, mais l'une se démarque des autres. La PlayStation 2, qui est vendue à plus de 157 millions d'exemplaires, se différencie des consoles dues aux jeux de violence, qui atteint un public un peu plus vieux, notamment avec Grand Theft Auto San Andreas, le jeu le plus vendu sur cette console, qui est très violent. Le jeu implique des armes, des collisions de voitures, des vols et des échanges de drogue. Donc cette console est vraiment liée aux personnes d'âge un peu plus matures. La GameCube de Nintendo se diversifie complètement des deux autres consoles, puisqu'elle conserve le concept de Nintendo, c'est-à-dire les enfants. Les jeux de type cartoon et moins violents seront très populaires et feront plus de 21 millions de ventes. Ce qui différencie la GameCube des deux autres consoles, le DVD. Le DVD est légèrement plus petit. Ensuite, la Xbox arrive en 2001. La Xbox est très semblable à la PlayStation 2, sauf que, en comparaison avec la PlayStation, les jeux sont un peu plus futuristiques, comme avec l'apparition de Halo 2, le jeu le plus populaire vendu sur cette console. La Xbox sera vendue à plus de 24 millions d'exemplaires. C'est alors que nous voyons 3 groupes créés. Ces 3 groupes échangeront leur avis sur la meilleure console. Pourquoi la rivalité est-elle aussi influençable? Je considère qu'elle est influençable puisqu'elle amène les gens à réfléchir et à donner des points sur leurs jeux vidéo préférés. Et cette rivalité dure encore de nos jours, c'est pourquoi elle influence beaucoup l'histoire des jeux vidéo. Nous verrons dans le prochain aspect comment les gens sont devenus antisociaux à cause des jeux vidéo. Un concept génial arrive en 1999 avec l'apparition de Counter-Strike, qui consiste à évaluer en ligne une stratégie avec des coéquipiers afin de combattre les terroristes contre les antiterroristes. La communication par micro fait en sorte que les gens peuvent établir leur stratégie et généralement c'est la meilleure stratégie qui gagne dans le jeu. Le début de la communication par micro sur les serveurs sera très en vogue durant les années 2006, avec l'apparition de la PlayStation 3 ainsi que de la Xbox 360. En effet, les deux jeux permettent de se connecter en ligne grâce à PlayStation Network et Xbox Live pour communiquer avec des gens et jouer à vos jeux favoris. Malheureusement, je vois cette période comme de l'antisocialisme dans les jeux vidéo, puisqu'au lieu de se réunir dans le salon avec nos amis, on se réunit pas, on s'assoit chez nous, devant notre écran et on parle à des gens qu'on ne connaît pas. Je trouve cela décevant, puisque nous n'avons plus le contact physique qui rassemblait dans les jeux vidéo. Mais les compagnies tentent de se racheter en créant la Kinect. La Kinect de Xbox est une technologie qui utilise des senseurs pour capter le mouvement des gens. Donc on peut faire de la danse, on peut faire du sport sur ces jeux, comme vous le voyez ici, ce qui réunit considérablement les familles ensemble. Il y a aussi en 2012 l'apparition de la Wii U par Nintendo. La Wii U, tout comme la Wii, est un concept très simple
qui utilise un senseur qui reconnaît les mouvements à travers un capteur dans la manette et dans la console. Malheureusement, le public est plus vieux pour la Xbox, donc la Kinect sera en quelque sorte moins prisée. Et la Wii U n'aura pas de popularité. C'est selon moi une nouvelle solution à venir. L'apparition de l'e-sport réunira les gens et vous allez voir ça dans le prochain aspect. Bon, tout d'abord, vous devez savoir c'est quoi l'e-sport. L'e-sport, ça veut dire Electronic Sports en anglais. Vous devez vous poser la question pourquoi sport? Tout simplement parce que sport, c'est la définition d'un ensemble d'exercices pratiqués individuellement ou en équipe. Je considère l'e-sport comme une des plus grandes influences puisqu'elle réunit, tout comme les sports, des fans. On voit l'apparition d'équipes professionnelles dans les jeux vidéo, ainsi que des championnats mondiaux. Les prix de ces championnats sont de plus d'1 million de dollars. Vous allez vous demander quelle sorte de jeu fait en sorte que nous pouvons gagner 1 million de dollars. Les jeux avec les plus grands prix sont surtout les jeux de stratégie, notamment League of Legends paru en 2009, qui oppose deux équipes à s'affronter et à briser la base de l'autre. Le jeu est tellement populaire que plus de 67 millions de personnes se connectent à chaque mois. Il y aura aussi Dota 2 qui révolutionnera le monde compétitif du jeu vidéo avec le premier prix de 1 million de dollars. Je vous invite à regarder le documentaire qui se présente à l'écran pour en savoir plus sur l'évolution de Dota 2. Il y a aussi le premier FPS, First Person Shooter, qui arrive avec un prix d'1 million de dollars en 2012, Counter-Strike Global Offensive. Comparément à la version de 1999, celui-ci est beaucoup plus beau et beaucoup plus populaire. Vous vous demandez sûrement, dans quel pays ce sport est-il en vogue? Le sport est très en vogue aux États-Unis, mais beaucoup plus populaire dans les pays asiatiques, comme la Corée du Sud et la Chine. Vous vous dites sûrement aussi, pourquoi catégoriser cela de sport? Mais selon Teng Wenyi, manager d'une équipe de Dota 2, en Chine le sport est reconnu par l'administration générale des sports. Elle n'est pas considérée comme un sport olympique, mais plus de divertissement comme les échecs et le ping-pong. Le réunissement des fans dans des salles de concert comme celle-ci influence beaucoup l'évolution des jeux vidéo, puisqu'on voit de nouveau du réunissement chez les joueurs. En gros, les gens se réunissent comme pour les sports en tant que fans, pour regarder leurs équipes favorites s'affronter. Nous verrons dans le dernier aspect de cette vidéo les réalités virtuelles et le futur. Quand vous pensez à futur, vous pensez probablement aux hologrammes et tout. Nous, quand on pense au futur, on voit Oculus Rift. Oculus Rift est le premier programme d'immersion qui permet aux joueurs de se mettre des lunettes et ainsi entrer dans son jeu. Les lunettes dotées d'écran et de capteurs permettent aux joueurs de regarder en 360 degrés à travers le monde virtuel. Et avec l'apparition de Cyber Raid de Tusai Kakmak, nous pouvons maintenant se déplacer dans le monde virtuel grâce à nos pieds. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour en apprendre plus sur le Cyber Raid. Ces nouvelles technologies influencent grandement le jeu vidéo puisqu'elles permettent maintenant une immersion complète dans le monde du jeu vidéo. Mais selon moi, ces immersions sont un peu effrayantes puisque je considère que le jeu doit rester un jeu et que les gens ne doivent pas décrocher de la réalité. Donc ceci conclut mon top 10 des influences à travers l'histoire des jeux vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis dans la barre de commentaires. Et j'espère que vous continuerez de vous réunir entre amis et entre familles pour jouer aux jeux vidéo et ainsi avoir du plaisir. C'était Jesse Paquet, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.